Vous le connaissez tous, j'ai pas besoin de l'annoncer. Martin Hase, aka Maha, avec la langue des populistes. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on traduit en français, c'est spécial. Je parle français, je sais la langue, mais après, on va... Ouh là là, il va écouter nous écouter, pardon. Maintenant, c'est la langue des populistes, et spécialement l'allemand. Je vais montrer un peu des trucs vidéo. Alors, si on peut apprendre quelque chose, on peut apprendre quelque chose des journalistes dans les vidéos. Par exemple, comment embarrasser les partenaires. Das ist auch der Gegenstand meines Vortrags. Und wenn man da Fragen stellt auf der Ebene, dann bekommt man doch auch ganz überraschende Antworten. Wenn wir aber über Populisten sprechen, müssen wir natürlich erstmal wissen, was ist überhaupt Populismus? Und da steigen wir gleich mit einem Alors, on va commencer avec un petit vidéo pour avoir une première impression. Et après, on va faire une petite définition, peut-être. Ce monsieur, ce gentil monsieur, on critique, c'est que vous ne disiez pas la vérité. Des réfugiés? Non. Non, vous ne dites pas de la vérité. Rien. Depuis tout le drame. Pourquoi vous êtes ici, aujourd'hui, ce soir? Parce que c'est une cochonnerie. Quoi exactement? Quoi exactement? Ça, ici, parce que c'est un État islam ici. Et tous les pauvres chrétiens qui sont si vous connaissez le Coran, vous sauriez que le Coran est très contre les chrétiens. Mais vous savez que tous les réfugiés de la Syrie se réfugient des bombes, il faut qu'ils restent à la maison pour... Mais il faut rester pour... Mais nous sommes restés ici dans notre pays pendant la guerre et nous ne sommes pas réfugiés. Oui. Alors, on voit le thème un peu, la vérité, un aspect très important, et le concept de la vérité, on va parler plus tard. Alors, il y a des certitudes simples c'est simple, comme la vérité, les dystopies, les peurs. Ce sont les aspects du populisme. Noch weiterfassen, dann kann man sagen, na ja gut, Parteien sind immer irgendwie auch populistisch. On peut dire que les partis sont aussi très populistes, mais ça c'est étroite, c'est plus étroit. Das ging alles los, wir erinnern uns, mit der Euro muss weg. Nous nous souvenons il faut que l'euro c'est fini avec l'euro, mais maintenant c'est réfugiés, il faut que les réfugiés s'en vont, ou moins des taxes, non, moins des impôts. Il faut que Merkel s'en va. Par exemple, ce sont des solutions simples, mais après Merkel, qu'est-ce qu'on voit? Seehofer? Gabriel? Madame von der Leyen. Mais si c'est le problème, et il y a plus des solutions. Ce qu'on voit, c'est quelque chose. Il faut s'en aller avec un point d'interrogation, pardon, point.
Ausrufezeichen. Alors, c'est le populisme de droite. Alors, on a trois critères. Le droit du plus fort. On a law and order, un État fort. Geht es immer um Law and Order, ganz wichtig. Und es gibt Schuldzuweisungen. Schuldzuweisung an eine entspécifizierte Minderheit. Na, was ist eine entspécifizierte Minderheit? C'est une minorité qui a la faute pour quelque chose. Une minorité pas spécifiée. Une minorité, ce sont des étrangers, ce sont bien sûr des réfugiés, ce sont des musulmans, des islamistes et ce sont des terroristes. Ça, c'est la minorité complète pour les populismes. Alors, la minorité, ce sont les terroristes. Il y a des variations. Une variation, c'est... zu finden ist, da geht es dann nicht so um das Recht der Mehrheit, sondern mehr um das Recht der Leistungsträger. C'est pas la variante, sa vérité, c'est pas le droit le plus fort, mais le droit du plus qui travaille du plus rendement et de payer moins des impôts. Mais comment, on ne sait pas. Là, on a d'autres minorités qui n'ont pas une spécification. Par exemple, les gens qui reçoivent beaucoup d'argent de l'État, mais qui n'a pas spécifié. Alors, on dit, normalement, c'est les gens qui sont payés par l'État, qui ont c'est leur faute parce qu'ils ne payent pas des impôts. Nicht das Konzept, das ist, glaube ich, auch rechts. Da wird dann gesagt, die Mehrheit sind die 99% oder 99,9%. Alors, on a en plus le droit du plus fort, le 99,9%. Et c'est toujours la faute des 0,1%. Oui, c'est clair, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très riches, mais plus des gens qui n'ont pas assez d'argent. Mais on a aussi un texte originaire plus tard. Das ist natürlich irgendwie seltsam. Außerdem ist es natürlich so, dass das Finanzsystem durchaus durch mehr Leute getragen wird. Alors, le système financier est soutenu par plusieurs gens. Also so einfach ist das nicht. C'est pas assez facile à généraliser. Ja, und wenn wir jetzt zur Sprache kommen, dann gibt es so einen Punkt. Si on veut parler de la langue, un premier point, ça avec la minorité. Zu einem Punkt, den wir hier schon mal hatten, nämlich den Flüchtlingstsunami. Und da sieht man eben Entmenschlichung dadurch, dass eben von einem Tsunami die Rede ist. Donc on parle de la vague des réfugiés comme si c'était un tsunami. Es gibt auch die Variante Flüchtlingslawine, Flüchtlingswelle und Flüchtlingskrise. Et donc la crise des réfugiés, la crise comme une coulée de lave ou bien un tsunami, différentes métaphores. La crise des réfugiés, c'est un terme qu'on trouve dans la presse. Et donc cette langue des populistes utilise bien sûr des mots qui sont issus de la presse et des journaux. Dysphemismus wie Flüchtlingstsunami, aber immerhin ist es auch etwas, was die Minderheit entmenschlicht und eben. En tout cas, ce sont des termes qui ont tendance à déshumaniser cette minorité dont il parle. In so einer besonderen Weise darzustellen, was dann endet mit solchen Äußerungen, die ich auch gefunden habe. D'autres déclarations que j'ai trouvées dans des vidéos. Dire qu'on est un étranger dans son propre pays. Donc une contradiction puisque son propre pays devait être un endroit où justement on n'est pas étranger. Deshalb werden wir uns auch heute ein bisschen mit Semantik beschäftigen. Donc on va étudier un peu la sémantique et les mots. Die ich als verbogene Wörter
Hein, on pourrait dire des mots pliés, déformés. Une langue qui a tendance à déformer les mots et à les adapter à des idéologies de droite, voire d'extrême droite. Donc l'ethnopluralisme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça doit signifier? C'est un terme de combat. Donc on est pour la diversité, la pluralité, mais chaque ethnie devrait rester là où d'où elle vient. En particulier, on parle d'Afrique. Ensuite, Bahnhofklatscher, donc un applaudisseur de gare. Par exemple, donc on parle de Refugees Welcome Klatscher, donc ceux qui applaudiraient les réfugiés arrivant en gare. On voit donc une sémantique qui est compliquée. Dann gibt es Umdeutungen. Und das ist halt besonders interessant. Das ist auch die besondere Gefahr bei der ganzen Sache, denn wenn ganz normale Wörter verwendet werden, die plötzlich was anderes bedeuten, des changements de signification de mots, donc l'utilisation de mots qui veulent dire quelque chose de complètement différent, et ce qui peut prêter à confusion. Un des mots les plus utilisés, c'est le mot démocratie. On le voit souvent, on l'entend souvent, on le voit dans les vidéos. On demande toujours plus de démocratie. Bien sûr qu'on veut plus de démocratie, mais si on regarde ça de plus près, on voit que si on regarde l'étymologie, démos, le peuple, et kratie, achever quelque chose, donc le fait d'achever quelque chose avec le peuple. Et nous sommes le peuple. Donc la démocratie appartient aussi aux minorités. Et donc la demande d'une démocratie directe, c'est pour la décision du peuple, de tout le peuple, et pas simplement d'une élite. Et donc pas la responsabilité de certaines personnes contre d'autres. L'autre mot qu'on peut trouver, c'est Wahrheit, la vérité. Qu'est-ce qu'on veut dire par vérité? La vérité, c'est compris comme ce que la presse mensongère veut nous transmettre dans sa dictature de la pensée. Comment on peut nommer ça la vérité si c'est quelque chose qu'on essaye de forcer sur nous? Et d'un autre côté, on a la liberté de penser qu'on essaye de représenter à l'opposé de la censure. Wird umgedeutet in einer bestimmten Weise, dass hier eben die eigene Meinung gemeint ist oder eben die Meinung, die vermeintlich on parle de la presse peut partir d'ici. C'est pour ça qu'il a le droit de me pousser? Non, ça ce n'est pas bien. Ah, au moins ça. Mais la vérité, vous ne la saurez pas. Mais si on n'informe pas, c'est de la censure. Mais bien sûr que je veux censurer. Vous croyez que vous êtes objectif? Qu'est-ce qui vous manque alors? Donc, s'il vous plaît, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, c'est quoi la vérité? Oui, mais pas ici, pas la vôtre. Écoutez, ça c'est la vérité. Et pas ce que nos politiciens nous racontent. Mais ce sont aussi des politiciens. Mais ils ne sont pas au gouvernement. Et quelle est votre vérité? Ce n'est pas la vôtre. Écoutez,
Écoutez là, je ne comprends pas. On va passer. Sérieusement, comment une solution? À quoi peut ressembler une solution? Alors, la vérité est toujours supprimée, on ne sait rien, mais si c'est supprimé, c'est la vérité. Alors, c'est le contexte. Ça me souvient de 1984, l'ignorance et la fortitude. L'ignorance et la fortitude. Si tu ne sais rien, c'est ta force. Ça, on voit des changements du sens des gens. Ça, c'est un truc allemand qui signifie les gens qui font du bon, mais c'est mauvais pour les autres. Ce sont des gens qui font du bien, mais trop. Et on voit que c'est un trending, ça accumule en 2016 pour le mot Gutmensch est plus important. Mais ça change le sens. Oui, alors, là, la définition, Gutmensch, c'est quelqu'un qui est naïf. Bonhomme, bonhomie, Gutmütigkeit, ça c'est du français. Mais maintenant, c'est un changement du sens. Et maintenant, les gens qui font du bien, ce sont des gens qui font du mal. Alors maintenant, pour les gens qui disent les paroles des populistes, les Gutmensch, les bonhommes sont des mauvais hommes. Maintenant, c'est la langue politique correcte. C'est quelque chose qui est négatif. On est contre la langue politiquement correcte. Alors, on voit des compositions, des mots. Par exemple, pour Gutmensch, c'est tolérance, fascisme des bonhommes, fascisme de la langue, fascisme de la tolérance. C'est bien sûr un changement du sens total. Je suis demandé il y a quelque temps d'une journaliste comment on peut voir des fake news, c'est bien pour voir que des news sont des fake news, on peut voir s'il y a des fautes de grammaticales, fautes. Das wirklich alles so ist, wie es dargestellt wird. Das liegt jetzt nicht, also ich will jetzt nicht Leute bashen mit Rechtschreibschwächen. Ich selber habe ja auch. Non, je ne veux pas dire quelque chose contre les langues, les gens qui ont du mal à écrire correctement, comme moi. Alors, il faut que quelqu'un d'autre lit le texte et si le texte est correct, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont vu le texte. On peut voir, alors si le texte a beaucoup de fautes dedans, c'est presque sûr que c'est pas correct. C'est pas un news correct. D'autres choses qui sont contre lesquelles on se construit, c'est par exemple le genre mainstream, donc largement diffusé. Donc on parle de genre. Donc ici, on parle, c'est connoté de manière négative. Ce sont des... Et voici d'autres manières de remplacer ce mot, des synonymes. Donc idéologie des genres, genrismus. Fascisme des genres, etc. Comme si un genre allait dominer l'autre. Tatsächlich, wie beim Gender Mainstreaming gefordert, die Mehrgeschlechtlichkeit eben sichtbar gemacht wird in der Sprache. Das wird eben als bekämpfenswert angesehen und als Faschismus angesehen.
Bon, dans un autre domaine, non, la sexualité qui commencerait tôt, ou bien une éducation sexuelle qui commencerait tôt. Donc, c'est un terme en soi en allemand. Donc, Wikipédia saurait aussi dire que c'est un nom de combat. Gibt es die Diskussion zunächst in der Schweiz, da durch dieser erste starke Ausschlag. Donc ce graphique a quelque chose à voir avec la Suisse. Et c'est ce thème de sexualité qui commencerait tôt. C'est un thème qui est revenu de plus en plus, ou bien que c'est un thème qui est devenu plus relevant à partir de 2011. Pourquoi plus tôt? Pourquoi tôt? Donc, une sexualité commencerait tôt. Pourquoi tôt? Est-ce que ça a à voir avec l'enfance et ou bien la protection de l'enfance, ou bien quelque chose qui viendrait trop tôt? En tout cas, c'est un terme qui a été inventé pour se positionner à contre. Populaire, donc un autre terme. On va regarder, on va essayer de voir d'où est-ce que ça vient. Donc un philosophe, Johann Gottlieb Fichte, au début du XVIe siècle, XVIIIe siècle, pardon. Und zwar Deutsch, ist ja abgeleitet aus Althochdeutsch Diota, plus Adjektivendung ist. Donc on parle de l'allemand ancien, Diota, Dutisch, donc qui voudrait dire allemand, Deutsch. Und im Volk und oder Volk und Ich ist das eigentlich. Deshalb volkisch oder völkisch. Es wird dann in der Folge im Donc Volk, le peuple, verwendet für national, also Übersetzung für national. Donc en fait, finalement, populaire reviendrait à vouloir dire national et à qualifier le peuple allemand. C'est donc synonyme d'allemand, et donc c'est utilisé pour caractériser l'Allemagne. Et donc au XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, qu'on a particulièrement dans des cercles antisémites, on a utilisé ce terme de Völkisch, donc un synonyme d'allemand. Et on voit particulièrement ce pic autour des années 40 qui a conduit au national-socialisme. Donc bien sûr, ça vient du fait que ce mot était très répandu dans les livres sur le national-socialisme. Donc on voit ici le mot Völkisch qui ressort en 2016 avec un pic. C'est les discussions qu'il y a eu cette année et qui repart et redisparaît soudain. Un peu différemment avec le mot Umvolkung qui signifie changement de peuple, qui est également dont le sens est également modifié par rapport à sa signification dans les années 40, en 1940. Donc je vais y revenir. Ce qui s'est passé, c'est que Umvolkung, donc le terme a été utilisé pour utiliser une donc, voilà, les Allemands doivent se déplacer vers l'Est. Donc tout doit redevenir allemand, on doit germaniser
tout ça, ou alors justement le mot Umvolkung, donc on doit transformer l'appartenance des peuples pour les rendre allemands. Ça, ce sont les évangélisations. Et dans les années maintenant, dans les années 2012, depuis 2012, on a le mot qui revient pour qualifier les gens qui viennent de l'étranger et qui influencent le peuple allemand. Donc ça a plutôt un rôle de victime. Donc les gens sont victimes de la transformation du peuple, de la transformation des peuples. Et on voit dans une démonstration à Dresde sur des affiches, sur des posters, qui sont relativement drôles, Ali Baba et les 40 dealers. Donc was wirklich in Wahrheit seiner Meinung nach vor sich geht. Qu'est-ce que vous demandez? Je me fais du souci pour le peuple. Il faut expliquer aux gens qu'on n'est pas un pays souverain, qu'on n'a pas de gouvernement souverain et que nos représentants viennent de Tel Aviv et de Washington. Et on est influencé par des lobbies. Les démocrates financent les démocrates. Et maintenant, je vous demande, avec quel droit on peut changer le gouvernement alors que les besoins des gens ne sont pas représentés? Si je dois faire des stages sur stages, qu'est-ce qui doit se changer du coup? Comment changer? Je me fais du souci. Si on regarde les problèmes actuels, j'ai été victime de diffamation parce que j'ai dit qu'il fallait attraper les réfugiés en mer et ne pas les laisser rentrer. Et on m'a dit que j'étais un nazi. Est-ce qu'on dit à tous les gens qui vont en Australie qu'ils sont des nazis? On n'a pas de place pour accueillir les réfugiés. On n'a pas de travail, on n'a pas de place. 70% des gens ne sont plus allemands. Est-ce que c'est un trend normal? J'ai rien contre les autres nations et les autres cultures, mais ce n'est pas possible que ISIS et les autres cultures soient manipulées par les États-Unis. Et ce n'est pas possible que... Je me demande si on continue comme ça, si vous allez garder votre travail. Merci. Oui. Alors, maintenant, nous savons la vérité, enfin. Peut-être que ce n'est pas la vérité. Alors en plus, George Soros n'a pas donné l'argent pour George Bush. C'est un nom de l'espéranto en plus. C'est toujours, c'est pas vraiment la vérité complète. Il y a de la vérité là-dedans et c'est pas vrai. Il essaye de voir derrière la vérité et c'est normal dans la partie droite. Et il essaye ça avec l'étymologie. C'est quelque chose qui vient du 19e siècle, l'étymologie. Alors l'étymologie du peuple, par exemple. Alors, peuple, völkisch, c'est l'adjectif pour le peuple. Ça, c'est l'étymologie du peuple. Ça, c'est notre source. Deutschland sei kein souveräner Staat, wird das sicherlich auch begründen können mit dem Personalausweis. Monsieur qui dit que la République fédérale allemande n'est pas un propre État, parce qu'on a des das Erstlied vom Personalausweis ist natürlich abgeleitet von Personalien, also Informationen über Personen und nicht vom Personal.
On a des pas permis. C'est pour ça nous ne sommes pas un État, mais alors, on laisse tomber. Est-ce que l'avenir est populistique? Monsieur Seehofer, de la partie CSU en Bavière. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, les personnes qui lisent le blog Neusprech savent déjà ce qui va se passer. Mais après, nous sommes sûrs que cet exercice immense de l'intégration des réfugiés dans notre pays n'est pas possible si on n'a pas un plafond pour les réfugiés. Et à côté, c'est Madame Merkel. Oui, beaucoup d'applaudissements pour ça. Seehofer et Angela Merkel ont toujours trouvé une solution pour toutes les choses. Ça, c'est le motto pour les semaines prochaines. Vous êtes invités à nous supporter, non, c'est pas. Beaucoup d'applaudissements, à nous soutenir. Alors, c'était le plafond, le plafond pour les réfugiés en Allemagne. Alors, dans les coups, le plafond, oui, on voit les droites pensent que les Seehofer veut qu'on a une restriction pour les réfugiés, mais ils ne pensent pas à ça. Le 14 décembre, M. Seehofer explique ce qu'il voulait dire, mais ce n'est pas, encore une fois, pas assez clair parce que c'est couvert par d'autres informations. Ce n'est pas très clair ce qu'il voulait dire avec le plafond. In Essen, und zwar nicht nur die Kanzlerin, sondern eigentlich sehr viele in der Partei ganz klar gesagt hat, eine Obergrenze. Tout le monde dans la partie, on dit qu'il n'y a pas la plafond. Vous voulez choisir d'être dans l'opposition pour... Alors, depuis que je suis dans la politique, on dit toujours on va avoir quelque chose et on n'a pas à la fin. Das ist über ein Jahr lang abgelehnt worden, geht nicht, kommt nicht. Donc on parle de réfugiés qui auraient été. Donc on parle de réfugiés qui auraient été refusés ou bien acceptés aux frontières. Et donc ça va être un point important pour le CSU et nous garantissons au peuple si jamais nous pouvons avoir le pouvoir, nous garantirons au peuple que cela fera partie de notre plan politique, notre campagne. Weil es eine Übereinstimmung gibt. Ich habe ja auch andere Dinge. Kopfpauschale im Gesundheitswesen war auch so ein Fall. Est-ce que vous pensez vraiment que ça pourra beschlossen gegen eine Stimme, aber es ist nie gekommen, weil es auch ungerecht gewesen wäre. Und hier müssen wir doch sehen, dass wir unsere Aufgaben. Ici, il faut vraiment qu'on réalise que notre responsabilité dans l'arrivée des réfugiés en Europe et principalement en Allemagne, que l'intégration et maintenir la sécurité dans notre pays sont possibles si on limite l'arrivée des réfugiés.
Gut, also Obergrenze. Was hat es damit auf sich und warum kann so weit gehen und sagen, ja, das können wir... Donc un plafond, ça c'est une sorte de garantie. Nous garantissons que ça sera mis en place. Il a dit il y aura donc un plafond. Donc il a fait un amalgame entre l'immigration et l'expatriation. En tout cas, il fait un amalgame entre deux termes qui ne signifient pas la même chose. Et c'est quelque chose qui a tendance à arriver souvent dans des cercles populistes de droite. Donc on parle en fait pas d'étrangers et tout va bien, quelles que soient les raisons. On parle pas de transition ou de manière de mettre les choses en place, simplement. Die CSU tut was gegen Flüchtlinge, was sie eigentlich nicht tut. Und deshalb ist das eben auch kein Problem mit dem Verfassungsrecht, weil man ja nur über Intégration und Einwanderung, Zuwanderung spricht. C'est pas vraiment un problème pour la Constitution puisqu'on parle d'immigration ou bien on parle de termes qui ne rentrent pas, qui sont pas en conflit avec la Constitution. On parle pas de réfugiés dans ce cas-là. Ja. Un autre mot que j'ai trouvé dans une discussion, le multiculti, le multiculturel, ça devrait dans ce cas-là être donc ça devrait être un substantif, mais dans ce cas-là il n'y a pas d'article. C'est comme cyber. Et comme on a multiculti et cyber, donc on a déjà presque une catégorie de pseudo-substantifs. Et dont on ne sait pas vraiment ce qui pourrait signifier. Un autre mot, c'est pas vraiment mon mot, mais disons que c'est un mot que je trouve particulièrement intéressant, c'est critique. Donc critique, mais en tant qu'adjectif, c'est de plus en plus diffusé dans des cercles populistes. Donc, ça devrait signifier quelque chose comme... c'est pas encore vraiment, mais en tout cas, ça a tendance à venir dans les journaux. Ich glaube, die schwulenkritischen Äußerungen hatte ich auch mehrfach, auch, glaube ich, Fokus. Asylkritisch, islamkritisch, donc c'est pas vraiment ce que ça pourrait signifier. Mais c'est des mots qui apparaissent dans la presse et qui... On pourrait parler d'une critique religieuse. Et donc critique par rapport à l'idée de retrouver l'essence de quelque chose. Donc l'islam n'est pas critique par rapport à ce qu'il y a d'autres formes de croyances. Asile kritisch. Peut-être que asile kritisch, ça voudrait dire on n'est pas vraiment d'accord avec les... Encore une fois, c'est une mauvaise interprétation du terme critique qui est ajouté plutôt pour ajouter une consonance négative et plus une peur de l'islam. Il faudrait dire plutôt ennemi que critique, puisque critique n'est pas un mot uniquement négatif. On peut en effet émettre des critiques positives également. La même chose avec des citoyens consciencieux, soucieux ou les parents soucieux. Souvent, voilà, les citoyens soucieux, on n'utilise pas les genres pour les qualifier. Donc, comme les ennemis on dirait les ennemis des étrangers, les racistes, donc. Maintenant, dans le mot après les facts, après les informations, c'est le mot de l'année en Allemagne. Der Rechten, das haben wir vorhin schon gesehen.
Da ist Fake News vielleicht neutral, aber Fake News wie postfaktisch. Fake News et postfaktisch sont des adoucir quelque chose. Ce ne sont pas des news, ce sont des fausses informations, ce sont des nouvelles, c'est la propagande, mais on dit fake news et postfaktisch, c'est en plus adouci, c'est en plus la propagande, c'est les mensonges. On ne dit pas les mensonges, mais on dit postfaktisch, on dit après les informations. C'est la source, c'est un terme philosophique. On dit les explications post factum. En fait, post factum. Voilà, c'est quelque chose entre les en biologie, on peut prédire quelque chose. Pré-fact, avant, on peut dire avant ce qui se passe. Et c'est en latin. Et post-factum, c'est après. Ça, c'est une explication qu'on a après, par exemple, par les choses humaines, le sens humain. Ce sont les phénomènes de la troisième main qui on peut pas prédire. Ça, c'est la source, ça, c'est l'origine. Madame Merkel connaît déjà ces termes parce qu'elle est physicienne. Mais intéressant, maintenant, c'est... on dit post-factisch, c'est une traduction de post-truth après la vérité de l'anglais. Et maintenant, on voit le trend, on voit post-truth, c'est rouge. On voit ça dans un article dans le journal New York Times en août 2006. Et après, on voit une reprise dans l'Économiste en septembre. Et après, d'autres gens, en Allemagne même, on voit le mot post-factisch, mais c'est pas encore très important. Et en plus, on a post-truth avec l'élection de M. Trump. Et après, c'est la chancelière qui dit post-factisch et tout le monde google le mot et maintenant c'est le mot de l'année. Et vous voyez maintenant le pic qui est là. On voit très clair que c'est une explication qui surmonte post-truth comme explication. Post-factisch est plus utilisé, beaucoup plus utilisé que post-truth. Et le problème avec post-factisch, c'est parce que ça adoucit des choses, des mensonges. Maintenant, ça c'est un truc, c'est un mot qui est utilisé par tout le monde. Ici, sur le Congrès, on lit le mot. Et c'est pas vraiment un bon mot pour expliquer la chose complètement. Et là, c'est l'autre côté il faut dire maintenant, pas post-factisch, mais contrefactisch ou mensonge maintenant pour dire une chose plus exacte, plus claire, plus forcée. Donc, dans un premier temps, on parle du concept. Et donc, je parlais d'une discussion qui ne s'est pas très bien passée pour moi, donc je vous propose de regarder la vidéo. Donc, discussion avec un représentant d'un parti de droite et qui dans un premier temps, évidemment, les réfugiés, les réfugiés devaient être détruits, mais d'un autre côté, il a ensuite parlé des homosexuels
et que l'homosexualité en aucun cas ne devait être expliqué aux enfants. Donc une sorte de double argumentation, d'un côté homophobe et de l'autre côté contre les étrangers. Et donc finalement, on doit se demander quelle est cette argumentation et qu'est-ce qu'il a voulu dire. Quand quelqu'un dit oui, ici, nous sommes critiques par rapport à l'immigration. Mais quand quelqu'un dit la vérité peut être faussée, important de savoir de quelle vérité il parle. Il faut donc se poser la question de ce qu'on se dit. Que les gens soient conscients que ça peut déjà aider grandement, que ça peut commencer à faire bouger les choses. Ah, vous vous y connaissez. Non, ne sortez pas encore. Il y a peut-être encore des questions-réponses. Qui a des questions? Internet, peut-être? Oui, on a quelques questions ici. Ça dure un peu avec Internet. Micro 2. Ja, hast du dich schon mit dem ziemlich skurrilen Begriff Bio-Deutsch befasst? Est-ce que tu as déjà analysé le mot bio-allemand? Oui, dans mes recherches, j'ai déjà eu affaire à ce mot, mais c'est vrai que je l'ai plus trop considéré, mais c'est un mot très intéressant. Parce que quand on pense à bio, on peut penser à autre chose, mais c'est souvent utilisé comme quelque chose de positif. On pense au biodiesel, par exemple, mais dans ce cas-là, on parle d'autre chose, comme un autochtone ou quelqu'un qui est en Allemagne depuis plusieurs générations, ce qui est complètement qui ne passe jamais. Donc la nationalité comme quelque chose d'hérité. Oui, tout à fait. Mais j'ai pas plus travaillé sur ce mot dans mes recherches parce que je ne sais pas vraiment ce qu'on peut penser de ce mot. Je cherche toujours des preuves, des documents, et dans ce cas-là, je sais pas trop qui l'utilise et ce qu'on veut vraiment signifier avec ça. J'ai lu ça dans des blogs, mais pas trop dans les médias traditionnels, donc plus dans les blogs qui sont utilisés par la scène de droite et d'extrême droite, mais aussi dans certains blogs qui ne représentent pas la scène de droite. Je sais quelque chose sur ce sujet. J'ai regardé il y a 3-4. Le premier à avoir utilisé ça, c'était Özdemir, le politicien du Parti des Verts. Voilà. Je vais faire des recherches. Gibt es ein rhetorisches Pattern, das man verwenden kann, wenn man Menschen gegenüber sitzt, die sich zwar ständig in Widersprüchen äußern, aber trotzdem sehr polemisch argumentieren? Avec des gens qui ont des arguments qui on veut wie ist das rhetorische Pattern, um sozusagen doch trotzdem in ein Gespräch einzusteigen, oder soll man einfach weggehen? Comment faire? Est-ce qu'il faut comment on peut discuter avec les gens, ou est-ce qu'il faut seulement quitter la conversation? Im Zweifel weggehen. Alors, das ist diese Geschichte mit der Filterblase. Dadurch, dass viele Wörter eine etwas andere Bedeutung haben, gibt es da wenig Verständigungsmöglichkeiten. Denn um sie zu verstehen, muss man die gleiche semantische Grundlage haben. Aber wenn der eine mit Demokratie sowas meint wie, ja, jetzt sind wir mal dran, und der andere mit Demokratie meint, das ist jetzt das System mit der Verantwortungsdelegation und so, dann kann man sich nicht verständigen, wenn man das gleiche Wort gebraucht.
braucht. Aber da sieht man auch die Strategie. Man muss da nochmal genau nachfragen, was ist denn eigentlich mit Demokratie gemeint? Also wenn man das will. Also man kann auch weggehen unter Umständen. Also was ist mit Demokratie gemeint? Oder wie hier die Journalistin das wirklich sehr, sehr gut macht, die dann sagt, ja, was ist denn ihre Wahrheit? Qui a bien fait. Qu'est-ce que c'est votre vérité? Il a demandé. Et elle reprend la question. Dann kann man sich vielleicht eher eine Meinung bilden. Oder diese eine, ich habe nur einen Ausschnitt gezeigt, der ist noch ein bisschen länger, man kann sich das ja im Internet anschauen. Da ist, da wird dann nochmal gefragt, was meinen Sie denn? Und dann sagt er ja, die Wahrheit ist, dass Sie USA l'homme dit que la vérité est quelque chose que fait les États-Unis. Alors il faut demander des questions plusieurs fois. Alors, sans émotion, il faut commencer sans émotion. Et demander plusieurs fois. Alors, une question d'Internet. Il y a plusieurs questions. La première. Sind Bezeichnungen wie postfaktisch und Verschwörungstheorie nicht eher schädlich für eine Demokratie, da man damit sehr leicht Diskussionen... Est-ce que des termes comme postfaktisch ou bien démocratie, est-ce que ce sont des mots qui peuvent transformer le discours très vite? Donc, ok, c'est à moi. Ok. Alors, oui, disons... C'est une question compliquée. Je ne crois pas que post-factisch soit vraiment un mot idéologique. Disons que c'est... je crois qu'il faut plutôt éviter d'utiliser ce mot dans une discussion. Quand on utilise ces mots qui sont des euphémismes et qui sont finalement des mots valises, c'est quelque chose qui évidemment transforme la discussion. Est-ce qu'on a envie d'utiliser des mots? Oui, je comprends qu'on puisse dire oui, tout ça c'est post-factice, tout a été... C'est toujours en rapport avec quelle charge émotionnelle on a envie de mettre dans son discours. Im Grunde ganz schlecht diskutieren. Deshalb muss man sich zunächst mal über die Konzepte verständigen. Und das ist, wenn man diskutieren will, glaube ich, der beste Weg. Aber es ist si on veut discuter, moi je conseille vraiment mon conseil, simplement de ne pas essayer de discuter à partir du moment où tu utilises des mots comme ça. Donc encore une fois, une question sur le terme post-factice. Ça vient d'un article de l'Économiste. On parle de Politik-Stil, donc style roueux, calme, un calme politique. Certainement de Politik-Stil, donc ne pas être émotionnellement impliqué dans son discours. Übersetzt wird. Aber das ist, also gemeint ist schon, dass die Politik, die dort gemacht wird, also es geht sicherlich um den Politikstil, aber die Verwendung von postfaktisch. Donc l'utilisation de postfaktisch, particulièrement en allemand, c'est ça. Ça veut dire quelque chose d'autre. On parle de fake news, de fausses nouvelles. Donc on parle de politique style, de calme politique. Donc on peut dire que c'est... On peut dire, voilà, ça c'est quelqu'un qui est très émotionnel dans son discours. Mais post-factice, on parle des arguments. On parle d'arguments et d'émotions. Le politique style, c'est quelqu'un qui travaille avec ses sentiments, avec de l'émotion. Die einfache Gewissheit führt dann auch zu einem gewissen Wohlfühlen. Wenn ich weiß ja, wie es geht. Man braucht nur das bedingungslose Grundeinkommen und alles wird schön. Ich habe jetzt hier die Gewissheit. Also wie gesagt, ich bin ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Nur das hinzustellen als einzige, als Allheilmittel, als alleinselig machen, ist natürlich nicht die Lösung. Und das ist eben genau dieses Arbeiten mit Gefühlen, was man eigentlich nicht will. Donc en fait, travailler avec ses émotions, ça n'a rien à voir avec le fait et le post-factice. On est vraiment dans un terme qui est proche de fausses nouvelles. Et donc on peut vraiment appeler ça en fait un mensonge.
Numéro 4, s'il vous plaît. Alors, tu nous as montré beaucoup des différents mots. Moi, j'ai remarqué, on a utilisé le mot question des réfugiés, Flüchtlingsfrage. C'est comme le terme nazi, Judenfrage, la question des Juifs. Alors j'attends le mot Endlösung, la dernière solution des réfugiés, comme c'est encore une fois un terme nazi. Solution quoi? Solution finale, pardon. Alors il faut chercher dans le contexte du mot Flüchtlingsfrage, par exemple avec l'association que j'ai aussi, comme toi. Peut-être le mot question est plus neutre que la crise. Peut-être les gens pensent que la crise est trop populaire, je ne sais pas. Et peut-être ils pensent que question est plus neutrale. Et maintenant, on a j'ai pas encore remarqué. Merci pour cette remarque. Eine Frage aus dem Internet. Die Frage lautet, was ist deiner Meinung nach die Ursache für die Verschiebung der Argumentation hin zu einer emotionalen Variante? Der Hintergrund ist eine Strategie. Also vielleicht habe ich das nicht deutlich genug gemacht. Also sind hier Leute, die tatsächlich eine Strategie haben. Das wird ja überlegt. Ich meine, Est-ce qu'il y a des stratagèmes? Nicht so sehr die Äußerungen von bestimmten Parteimitgliedern bringen, denen man vielleicht hier nicht eine Plattform bieten will. Aber je ne veux pas les donner en plateforme aux politiciens. La stratégie est de provoquer. Et l'autre côté, c'est on va commencer une discussion. C'est une double stratégie. À l'autre côté, c'est la reprise des médias avec les terminaisons. Et de l'autre côté, la provocation pour völkisch du peuple, c'est en mot normal maintenant. Micro 2, bitte. Micro 2. J'ai ces derniers temps souvent entendu dans une critique que le discours public aurait été raccourci, diminué, notamment par rapport à des gens qui utiliseraient des mots, des termes forts. Par exemple, on dirait entre hommes et femmes. Homophob zum Beispiel, ne? Oder Leute als Rassisten bezeichnet werden würden, andere Leute sagen, okay, Rassismus ist Rassenideologie, ich sehe das gar nicht so, dass das Rassisten sind, etc. Ou bien ne pas vouloir dire racisme et pour quelqu'un qui n'aime pas les étrangers, dire ne pas vouloir utiliser le mot de racisme. Das ist in der Tat eine schwierige Sache. C'est une chose compliquée, disons. Ich habe ja auch hier vertreten, dass Leute, die j'ai aussi été de cette opinion. Schwulen kritisch, dass sie vielleicht was anderes besser sagen sollten. Klar, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Les gens qui disent le mot critique de homosexualité, qu'il faut utiliser un autre mot, moi j'ai dit parfois qu'il c'est mieux de ne discuter pas, de rien discuter. Parce qu'on ne veut pas discuter sur cette Ebene, cette plateforme, ce domaine. Ich bin für die Ehe für Mann und Frau, nur zwischen Mann und Frau. Parfois, natürlich kann man, wenn das jemand sagt, c'est clair, si quelqu'un dit quelque chose comme ça, que c'est une personnage, et pas peut-être il y a quelque chose entre le mariage homosexuel, mais c'est parfois pas la fin d'une discussion. Mais c'est pas vrai que la personne est toujours critique contre les homosexuels. Alors il faut terminer maintenant. Un grand applaudissement.